Je m'appelle Amanda. J'ai 31 ans et j'ai passé les 5 dernières années à travailler 60 heures par semaine comme kinésithérapeute pour pouvoir me payer mon propre appartement à Boston. J'ai enfin économisé assez pour 2 semaines de vacances à Hawaï, ma première vraie pause depuis une éternité. Quand je suis revenu, mon appartement avait été entièrement rénové et ma sœur Tara emménageait avec son petit ami. Ma famille pensait qu'elle l'aidait. Maintenant, ils découvrent ce que les lois sur la propriété signifient réellement et que certaines limites ne devraient jamais être franchies sans permission. Avant de plonger dans cette histoire folle, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si votre famille a déjà franchi vos limites, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir comment je me suis défendu alors que tout le monde s'attendait à ce que je me laisse faire. J'ai grandi avec des parents immigrés qui sont venus en Amérique sans rien d'autre que de la détermination et la conviction qu'un travail acharné mènerait au succès. Ils m'ont inculqué la valeur de l'indépendance dès mon plus jeune âge. Ne dépends jamais de personne d'autre pour ton bonheur ou ta sécurité, disait mon père. J'ai pris ces mots à cœur, peut-être plus littéralement qu'il ne l'entendait. Après avoir obtenu mon diplôme en kinésithérapie, j'ai immédiatement commencé à travailler dans un centre de réadaptation dans le centre-ville de Boston. Le travail est exigeant, mais incroyablement gratifiant. Je passe mes journées à aider les gens à se remettre de blessures, d'opérations chirurgicales et d'accidents vasculaires cérébraux. Mes patients m'inspirent chaque jour par leur résilience et leur détermination. Il n'y a rien de tel que d'aider quelqu'un à faire ses premiers pas après un accident ou de voir la joie sur son visage lorsqu'il retrouve des mouvements qu'il croyait perdus à jamais. Alors que ma carrière décollait, ma vie personnelle restait simple. J'ai vécu dans un minuscule studio pendant 6 ans, à peine 500 pieds carrés, avec une kitchenette qui pouvait à peine accueillir un micro-ondes et un mini-frigo. La salle de bain était si petite que je pouvais toucher les 4 murs sans bouger. Mais c'était bon marché, ce qui me permettait de mettre de côté une part importante de chaque chèque de paie pour réaliser mon rêve, posséder mon propre logement. Je vivais frugalement, pas de café cher, pas de virée shopping, pas de restaurant chic. Je préparais mes déjeuners, profitais des soldes et faisais des heures supplémentaires le week-end. Mes amis me taquinaient en me disant que j'étais une bourreau de travail, mais j'avais un objectif. Après des années d'économie, de coupons de réduction et de refus d'invitation à des sorties coûteuses, j'ai enfin eu assez d'argent pour un acompte. Il y a 3 ans, j'ai acheté mon appartement. Ce n'est pas énorme, un appartement d'une chambre au 4e étage d'un entrepôt reconverti dans un quartier en développement, mais c'est le mien. Le jour où j'ai signé ces papiers a peut-être été le moment le plus fier de ma vie. Je me souviens avoir appelé mes parents en m'attendant à de l'enthousiasme, mais j'ai seulement entendu mon père dire « C'est bien, mais Tara vient d'être promue à son travail. Nous l'emmenons fêter ça. Tu devrais venir si tu n'es pas trop occupé. » C'est ma famille en résumé. Ma sœur Tara, de 4 ans ma cadette, a toujours été l'enfant chéri. Alors que j'étais la fille responsable et fiable qui demandait rarement de l'attention, Tara était dramatique, charmantée, d'une manière ou d'une autre, toujours au centre de l'univers familial. Ses réalisations étaient célébrées avec faste, les miennes étaient reconnues d'un hochement de tête et rapidement éclipsées. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur, mais Tara a des antécédents de droit et d'irresponsabilité que mes parents ont encouragés toute sa vie. Elle a sauté d'un emploi à l'autre, d'un appartement à l'autre et d'une relation à l'autre, atterrissant toujours en douceur parce que mes parents étaient là pour la rattraper. Quand elle a bousillé sa voiture, ils lui en ont acheté une nouvelle. Quand elle n'a pas pu payer son loyer, ils l'ont couvert. Quand elle a abandonné ses études, ils ont payé pour qu'elle se trouve en Europe pendant 6 mois. Pendant ce temps, j'ai travaillé pendant mes études, remboursé mes prêts étudiants rapidement et construit ma vie brique par brique. Je n'en veux pas à ma sœur, mais j'aimerais que mes parents reconnaissent que leur sauvetage constant ne l'aidait pas à grandir. Mon appartement est devenu mon sanctuaire. J'ai passé des week-ends à peindre les murs, à fouiller les friperies à la recherche de meubles uniques et à le transformer lentement en un espace qui reflétait ma personnalité. J'ai peint le salon d'une couleur terracotta chaude qui brillait comme de l'ambre dans la lumière du soir. Ma chambre était d'un vert sauge apaisant avec des bordures blanches. J'ai installé des étagères flottantes pour mes livres et mes plantes. La cuisine n'était pas grande, mais j'ai ajouté un îlot de bouchée qui servait également de table à manger. Mon bien le plus précieux était un bureau d'écriture antique qui avait appartenu à ma grand-mère, fait de chêne massif avec des sculptures complexes et de minuscules tiroirs. Il n'avait pas une valeur particulière en termes monétaires, mais il était irremplaçable pour moi. Grand-maman Rose était la seule personne de ma famille qui semblait vraiment me voir. Elle m'a laissé le bureau à son décès,
avec une lettre me disant à quel point elle était fière de mon indépendance et de ma détermination. Après 3 ans, mon appartement était vraiment devenu un foyer. Chaque coin avait une intention, chaque décoration une histoire. Ce n'était ni chic ni parfait, mais c'était à moi, payé avec ma sueur et mes sacrifices. Quand j'ai finalement décidé de prendre des vacances, cela m'a semblé un énorme plaisir, 2 semaines complètes à Hawaï, complètement déconnecté du travail et des responsabilités. Je n'avais jamais pris plus d'un long week-end depuis le début de ma carrière. Mon patron m'a pratiquement poussé vers la porte, insistant sur le fait que j'avais besoin de cette pause avant de m'épuiser. J'ai passé des mois à planifier le voyage, à rechercher les meilleures plages, randonnées et restaurants locaux. J'ai réservé une chambre d'hôtel modeste mais propre à quelques pâtés de maison de la plage. J'ai même fait des folies en prenant des cours de plongée sous-marine et un tour en hélicoptère des îles. L'anticipation m'a permis de tenir le coup pendant les longues journées de travail et les patients difficiles. La semaine avant de partir, j'ai nettoyé mon appartement de fond en comble, vidé le réfrigérateur et demandé à ma voisine, Madame Fletcher, d'arroser mes plantes. J'ai vérifié toutes les fenêtres et les serrures de porte. J'ai même laissé une note détaillée pour moi-même sur l'endroit où j'avais laissé chaque chose, sachant à quel point je me sens parfois désorienté après avoir voyagé. J'étais nerveuse à l'idée de quitter mon espace pendant si longtemps, mais aussi ravie de l'aventure qui m'attendait. Je ne savais pas que mon sanctuaire soigneusement aménagé ne m'attendrait pas à mon retour. Hawaï était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Au moment où je suis descendu de l'avion, l'air chaud et parfumé m'a enveloppé comme une douce étreinte. Mes épaules, perpétuellement tendues à force de me pencher sur les patients, ont immédiatement commencé à se détendre. Pour la première fois depuis des années, je n'avais nulle part où être ni personne qui dépendait de moi. J'ai passé ma première journée à me promener le long de Wiki Beach, à regarder les surfeurs prendre des vagues pendant que le soleil brillait sur l'eau turquoise. J'ai enfoui mes orteils dans le sable chaud et j'ai senti la tension des 5 dernières années commencer à se dissiper. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon de mon hôtel en écoutant la musique de ukulélé lointaine d'un restaurant en bord de mer et j'ai pensé, c'est ça, vivre. Chaque jour apportait de nouvelles aventures. J'ai fait de la randonnée dans une forêt tropicale luxuriante jusqu'à des cascades cachées où j'ai nagé dans des piscines si claires que je pouvais voir de minuscules poissons se précipiter autour de mes jambes. J'ai appris à faire de la plongée avec tuba et j'ai passé des heures à flotter au-dessus des récifs coralliens, hypnotisé par l'arc-en-ciel de poissons et de créatures marines ondulantes. J'ai essayé des plats traditionnels hawaïens dans des endroits locaux loin des pièges à touristes, des poké-bowls, du saumon lomi-lomi et une tarte au pia qui fondait dans ma bouche. Les cours de plongée sous-marine étaient difficiles, mais exaltants. La première fois que je suis descendu sous les vagues, en regardant les bulles s'élever de mon régulateur pendant que des poissons tropicaux tourbillonnaient autour de moi, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Le tour en hélicoptère m'a montré les côtes spectaculaires et les paysages volcaniques d'en haut, le genre de vue que je n'avais vu que dans des documentaires animaliers. Mais le meilleur était de se déconnecter. Avant de partir, je m'étais promis de limiter l'utilisation du téléphone et de rester à l'écart des médias sociaux. Je voulais être présente, vivre Hawaï avec tous mes sens plutôt qu'à travers l'objectif d'une caméra. J'ai gardé mon téléphone en mode avion la plupart du temps, ne vérifiant les messages que tous les quelques jours. Les rares fois où j'ai vérifié, j'ai remarqué des textos étranges de ma famille. Ma mère a envoyé plusieurs messages demandant des photos de la disposition de mon appartement et des mesures du salon et de la chambre. J'ai supposé qu'elle pensait à redécorer son propre espace et qu'elle utilisait le mien comme inspiration, alors j'ai simplement envoyé des réponses rapides avec les informations qu'elle voulait. J'étais trop occupé à profiter du paradis pour y penser beaucoup. Au milieu de ma 2e semaine, j'ai reçu un message énigmatique de ma mère, « Tu seras tellement surprise quand tu reviendras. J'ai hâte de voir ta tête. » J'ai supposé qu'ils prévoyaient un dîner de bienvenue ou peut-être qu'ils avaient acheté des décorations sur le thème hawaïen pour mon appartement comme un geste attentionné. J'ai répondu avec un rapide « J'ai hâte d'y être » et je suis retourné à ma séance de méditation en bord de mer. Les vacances ont passé trop vite, comme toutes les bonnes choses. Lors de ma dernière soirée, je me suis assise sur la plage en regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange, de rose et de violet. Je me sentais renouvelé, en paix et prête à retourner à ma vie avec une énergie nouvelle. Je me suis promis de ne pas attendre encore 5 ans pour prendre de vraies vacances. Le vol de retour était long et exigu, une dure réentrée dans la réalité après 2 semaines de plages spacieuses et de ciel ouvert. Au moment où nous avons atterri à Boston, j'étais épuisé, déshydraté et je voulais juste rentrer chez moi dans mon propre lit. J'ai récupéré mes bagages,
des vêtements froissés et des souvenirs parsemés de sable entassé à l'intérieur, et j'ai commandé un Uber. Mon chauffeur était bavard, me posait des questions sur mon voyage et me proposait des recommandations pour ses restaurants hawaïens préférés à Boston. Dans des circonstances normales, j'aurais peut-être apprécié la conversation, mais après 8 heures sur un siège du milieu avec un bébé qui pleurait 2 rangées derrière moi, tout ce que je voulais, c'était le silence. Alors que nous approchions de mon quartier, j'ai remarqué plus de camions de déménagement que d'habitude dans les rues. C'était le 1er du mois, une période typique de déménagement dans une ville pleine d'appartements avec des baux mensuels. Mon chauffeur l'a commenté lorsque nous avons tourné dans ma rue. On dirait que tout le monde déménage aujourd'hui, a-t-il dit, en contournant un U-Haul garé en double file. Puis, alors que nous nous garions devant mon immeuble, il a fait un signe de tête vers un autre camion de déménagement à l'extérieur. Quelqu'un emménage. J'ai jeté un coup d'œil au camion, remarquant le logo d'une entreprise de déménagement locale, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Probablement l'une des unités au 2e étage, ai-je répondu, me souvenant que le jeune couple qui y habitait avait mentionné qu'il pourrait bientôt partir. J'ai donné un pourboire au chauffeur, j'ai sorti ma valise du coffre et je l'ai fait rouler vers mon immeuble, excité d'être à la maison malgré mon épuisement. Le hall familier avec son papier peint légèrement écaillé et son distributeur automatique éternellement hors service était un spectacle bienvenu. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, visualisant déjà mentalement ma soirée, longue douche, commande à emporter, déballage juste de l'essentiel et chute dans mon propre lit. Alors que l'ascenseur montait au 4e étage, j'ai senti un étrange malaise m'envahir. Quelque chose dans les textos de ma mère et ce camion de déménagement à l'extérieur me tracassait l'esprit. Mais j'ai mis cela sur le compte de la fatigue du voyage et du blues post-vacances. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je rentrais chez moi dans mon espace sûr et confortable qui était exactement comme je l'avais laissé. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le couloir du 4e étage, et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Le couloir était encombré de cartons et de papier bulle. Alors que je faisais rouler ma valise vers mon appartement, le numéro 412, j'ai dû contourner ce qui ressemblait à des pièces de meubles démontées et à du matériel d'emballage. Quelqu'un fait vraiment du désordre, ai-je marmonné, agacé que le gérant de l'immeuble ne fasse pas respecter les règles concernant le maintien des espaces communs dégagés. Puis j'ai réalisé, avec une horreur croissante, que la traînée de cartons et de matériel d'emballage menait directement à ma porte, qui était maintenue ouverte avec une brique. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Avais-je été cambriolé? Quelqu'un squattait-il mon appartement? J'ai abandonné ma valise dans le couloir et je me suis précipité, poussant la porte plus loin. La scène à l'intérieur m'a glacé le sang. Mon appartement, ma maison soigneusement décorée et aménagée personnellement, était méconnaissable. Les murs en terre cuite de mon salon étaient maintenant d'un blanc stérile. Mon canapé confortable et usé avait été remplacé par un élégant canapé sectionnel gris que je n'avais jamais vu auparavant. Le tapis vintage que j'avais trouvé dans une vente de succession avait disparu, remplacé par un imprimé géométrique tendance dans des couleurs qui me faisaient mal aux yeux. Mais le plus choquant, ce sont les personnes. 3 hommes costauds en uniforme de déménageurs transportaient une table à manger en verre à travers mon salon, dirigée par une femme qui me tournait le dos, une femme aux cheveux blonds miel familier coupés en un carré anguleux. Tara, ai-je croassé, ma voix à peine audible au-dessus du grattement des meubles. Ma sœur s'est retournée, son visage s'illuminant. Amanda, tu es de retour. Elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras comme si c'était une situation tout à fait normale. Surprise. Qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas incroyable? Je ne pouvais pas parler. Mes yeux se sont précipités dans l'espace, essayant de donner un sens à ce que je voyais. Tous mes meubles avaient disparu. Mes livres n'étaient plus sur les étagères. Mes œuvres d'art avaient été remplacées par des impressions sur toile générique avec des citations inspirantes. Même les rideaux étaient différents, des choses blanches transparentes qui n'offraient aucune intimité au lieu de mes rideaux thermiques confortables. Quoi? Qu'est-il arrivé à mes affaires, ai-je finalement réussi à dire, ma voix petite et distante à mes propres oreilles. Oh, nous en avons emballé la plupart, a dit Tara avec désinvolture, en faisant un signe de la main vers une pile de cartons dans le coin. Maman et papa ont aidé. Certaines choses, nous les avons données, car nous avons pensé que tu n'en aurais plus besoin. Le canapé était un peu taché, et ce vieux tapis avait fait son temps. Donner? Le mot m'a giflé. Tu as donné mes meubles? Juste les choses qui ne valaient pas la peine d'être gardées?
Elle haussa les épaules. Kyle et moi devions faire en sorte que l'espace fonctionne pour nous. En parlant de ça, elle s'est retournée et a crié par-dessus son épaule, « Kyle, Amanda est à la maison. » Un grand homme avec une barbe soigneusement taillée est sorti du couloir qui menait à ma chambre. « Salut, Amanda. Ravi de enfin te rencontrer. Tara m'a tellement parlé de toi. » Il a tendu la main comme si c'était une présentation normale lors d'un dîner. J'ai ignoré sa main. « Pourquoi êtes-vous dans mon appartement? Que se passe-t-il? » Le sourire de Tara s'est légèrement estompé. « Maman ne t'a pas dit? » Kyle et moi emménageons. Son bail a pris fin et nous cherchions un endroit, mais tu sais à quel point le marché de Boston est fou en ce moment. Maman a suggéré que nous utilisions ta place puisque tu n'es jamais à la maison de toute façon, toujours en train de travailler ou à la salle de sport. C'est beaucoup trop grand pour une seule personne. Les déménageurs ont continué à travailler autour de nous, apportant plus de meubles que je ne reconnaissais pas. L'un d'eux a demandé à Tara où mettre un lampadaire, et elle lui a indiqué un coin du salon, mon coin de lecture où se trouvait autrefois le fauteuil de ma grand-mère. « Où est mon lit ?» ai-je demandé, une nouvelle vague de panique m'envahissant alors que je réalisais les implications du fait que Kyle venait de ma chambre. « Nous l'avons mis dans un entrepôt », a dit Tara. « Nous avons apporté notre California King. C'est incroyable, mousse à mémoire de forme et gel rafraîchissant. Tu devrais l'essayer un jour. Oh, et nous utilisons ta chambre, évidemment. Nous avons aménagé le salon pour qu'il puisse servir de chambre. Ce canapé se transforme en lit queen. Je l'ai dépassé, elle et Kyle, en courant dans le couloir jusqu'à ma chambre. Les murs verso étaient maintenant d'un gris clair. La commode en bois que mon grand-père avait refaite avait disparu, remplacée par une monstrueuse commode IKEA blanche brillante. Mon lit, avec sa courte pointe faite à la main, était introuvable. Au lieu de cela, un lit énorme avec une tête de lit capitonnée dominait l'espace. Je me suis retourné, cherchant mon bureau d'écriture, le bureau de grand-maman Rose. Il n'était pas là. « Où est mon bureau ?» ai-je exigé, revenant au salon où Tara donnait des instructions aux déménageurs sur l'endroit où accrocher une grande télévision. Le bureau antique qui était dans ma chambre. « Où est-il ?» Tara a eu l'air momentanément confuse. Puis son expression s'est éclaircie. « Oh, cette vieille chose. Maman l'a pris. Elle a dit que c'était techniquement un héritage familial, donc il devrait rester dans la famille. » Je suis de la famille, ai-je crié, ma contenance craquant finalement. Ce bureau m'a été donné par grand-maman Rose. Il est à moi. Les déménageurs ont interrompu leur travail, échangeant des regards mal à l'aise. Kyle s'est éclairci la gorge et a marmonné quelque chose à propos de la vérification des livraisons de la cuisine. Doucement, calme-toi, a dit Tara, visiblement gênée. Ce n'est qu'un bureau. Maman a pensé qu'il serait joli dans sa salle de couture. Tu peux lui rendre visite quand tu veux. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai regardé autour de moi à nouveau, remarquant plus de détails de l'invasion. Ma cuisine contenait maintenant des appareils que je ne reconnaissais pas, une machine à expresso haut de gamme, un batteur sur socle professionnel, un extracteur de jus encore dans sa boîte. La porte du réfrigérateur était couverte de photos de Tara et Kyle dans mon appartement où aurait dû se trouver mon calendrier et ma liste de courses. « Qui a autorisé cela ?» ai-je demandé, ma voix tremblant de colère et d'incrédulité. « Comment êtes-vous entré ? Maman a ta clé de rechange, tu te souviens ? Pour les urgences. » Tara a dit cela comme si cela expliquait tout, et que personne n'avait besoin de l'autoriser. Maman et papa ont pensé que c'était une excellente idée. Ils ont dit, ça ne te dérangerait pas d'aider ta sœur. Nous sommes une famille, après tout. Vous ne pouvez pas simplement emménager dans la maison de quelqu'un d'autre sans sa permission. C'est illégal. Tara a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si nous étions des étrangers qui entraient par effraction. Nous sommes une famille. Maman a dit que tu serais ravi d'avoir enfin de la compagnie. Elle s'inquiète que tu sois seul tout le temps. Je me suis tenu au milieu de ce qui était autrefois mon salon, entouré d'étrangers déplaçant des meubles que je ne possédais pas, dans un appartement que je ne reconnaissais plus, et j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Il ne s'agissait pas seulement de meubles ou de couleurs de peinture. Il s'agissait de mon autonomie, de mes limites, de mon identité même qui était effacée sans y penser à deux fois. « Sortez », ai-je murmuré. « Quoi ?» Tara avait l'air sincèrement confuse. « Sortez », ai-je crié.
Vous tous, sortez de mon appartement maintenant. Les déménageurs se sont figés, se tournant vers Tara pour obtenir des instructions. Elle a ri nerveusement. Elle est juste fatiguée du voyage. Les gars, continuez à travailler. Amanda, parlons de cela raisonnablement. Peut-être devrais-tu t'asseoir. J'ai sorti mon téléphone. Soit tout le monde part tout de suite, soit j'appelle la police pour signaler des intrus dans ma maison. Le visage de Tara a pâli. Tu ne le ferais pas. Mon doigt planait au-dessus du bouton d'appel d'urgence. Et c'est moi. Tara m'a regardé fixement, son expression passant de la confusion à l'indignation. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nous te rendons service. Cet endroit a l'air 1000 fois mieux maintenant, et tu auras de la compagnie au lieu de rentrer dans un appartement vide tous les soirs. Un service, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Vous appelez un service d'entrée par effraction dans ma maison, de repeindre mes murs, de remplacer mes meubles et de revendiquer ma chambre à coucher? Nous ne sommes pas entrés par effraction, a insisté Tara. Maman a utilisé la clé que tu lui as donnée. Et nous ne nous sommes pas contentés de débarquer. Cela a été planifié depuis des semaines. Maman te pose des questions sur les mesures et tout. Tu as répondu à ses textos. Les déménageurs se tortillaient, visiblement incertains de savoir s'il fallait continuer à travailler. Kyle avait réapparu dans l'embrasure de la porte, gardant une distance de sécurité par rapport à la confrontation. Je pensais qu'elle redécorait sa maison, ai-je crié, pas qu'elle orchestrait une prise de contrôle de la mienne. Ce n'est pas une prise de contrôle, a interrompu Kyle, tentant d'adopter un ton conciliant qui n'a fait que m'exaspérer davantage. Nous prévoyons de contribuer au service public et à l'épicerie. C'est gagnant-gagnant, vraiment. Je me suis tourné vers lui avec un regard noir. Je ne me souviens pas avoir demandé des colocataires, et encore moins avoir offert ma chambre à des parfaits inconnus. Je suis à peine un inconnu, a-t-il répondu, visiblement offensé. Je sors avec Tara depuis 8 mois. Nous avons été au même dîner de famille. 3 dîners de famille, ai-je corrigé, et tu as passé tout ton temps à parler de ta ligue de football fantasy. Je ne pourrais pas reconnaître ta voix dans une file d'attente, et encore moins vouloir partager ma maison avec toi. Mon téléphone a vibré dans ma main, un texto de ma mère, nous arrivons. J'ai hâte de voir ta réaction à la surprise. J'apporte du champagne. Parfait, ai-je marmonné. Les cerveaux arrivent. Tara a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Bien. Maman et papa peuvent tout expliquer. Tu n'es pas du tout raisonnable en ce moment. Je ne suis pas raisonnable? J'ai ri avec incrédulité. Vous avez volé ma maison. Emprunté, a corrigé Tara. C'est juste temporaire jusqu'à ce que nous trouvions notre propre logement. Et combien de temps cela prendra-t-il, ai-je exigé. Tara et Kyle ont échangé des regards. Le marché est assez serré en ce moment, a dit Kyle avec hésitation, mais probablement juste 6 mois, 1 an maximum. 1 an? La pièce a semblé tourner autour de moi. Vous vous attendez à ce que je dorme sur un canapé-lit dans mon propre salon pendant 1 an? C'est un canapé-lit vraiment confortable, a offert Tara faiblement. Matelas en mousse à mémoire de forme, haut de gamme. Avant que je puisse répondre, il y a eu une agitation dans le couloir, et mes parents ont fait irruption par la porte. Mon père, portant une bouteille de champagne, ma mère, tenant un petit sac cadeau, s'écrièrent à l'unisson, surprise. Puis ils hésitèrent en observant la scène, moi debout avec mon téléphone, encore prêt à appeler les secours, Tara les larmes aux yeux, Kyle dos au mur, et 3 déménageurs très mal à l'aise, figés dans diverses positions autour de la pièce. Que se passe-t-il? Demanda ma mère, son sourire s'estompant. Amanda, tu es rentrée plus tôt. Nous voulions que tout soit parfait avant ton arrivée. Parfait, répétai-je. Vous appelez ça parfait? Vous avez donné mes meubles, repeint mes murs et installé un autre couple dans ma chambre sans ma permission. Mon père posa la bouteille de champagne avec un bruit sourd. Maintenant, Amanda, ne sois pas dramatique. Nous avons amélioré l'endroit. Ces vieux murs étaient beaucoup trop sombres, et ces meubles étaient au mieux d'occasion. C'étaient mes meubles d'occasion dans mon appartement que j'ai acheté avec mon argent, rétorquai-je. Ma mère s'avança, tendant la main vers mon bras. Je reculai. Chérie, nous pensions que tu serais contente. Tara et Kyle avaient besoin d'un endroit, et tu as tout cet espace. Tu dis toujours que tu es trop occupé par ton travail pour en profiter correctement. Alors,
votre solution était de le donner sans me demander? Nous ne le donnons pas, dit fermement mon père. C'est toujours ton appartement. Tu le partages juste pendant un certain temps. Partager implique un consentement, soulignai-je. Je n'ai jamais accepté cela. Nous ne pensions pas que cela te dérangerait, insista ma mère. Tu as toujours été si généreuse. Tu te souviens quand tu as laissé Tara emprunter ta robe de bal, ou quand tu lui as donné ta voiture quand la sienne était au garage pendant 3 mois. Une robe et l'utilisation occasionnelle d'une voiture, ce n'est pas la même chose que toute ma maison, hurlai-je maintenant, ne me souciant plus du spectacle que nous étions en train de créer. Et même pour ces choses-là, elle a d'abord demandé. Tara s'avança, le visage strié de larmes, mais les yeux durs. Tu en fais toute une histoire. Ce ne sont que des choses, Amanda. Des choses matérielles. La famille est ce qui compte. Si la famille comptait, vous auriez respecté mes limites et ma propriété, répondis-je. Quelles limites, railla mon père. Tu n'as jamais fixé de limites. Tu as toujours été la personne fiable, celle sur qui nous pouvions compter pour aider sans faire d'histoire. Et voilà, le nœud du problème. À leurs yeux, j'existais pour accommoder, pour faciliter les choses pour tout le monde sans me plaindre. Mes besoins, mes désirs, ma personne même étaient secondaires à mon utilité. Eh bien, je fixe des limites maintenant, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Tout le monde doit partir maintenant. Déménageurs, arrêtez d'apporter des choses. En fait, commencez à les ressortir. Amanda, sois raisonnable, implora ma mère. Tara et Kyle ont déjà rendu leur appartement. Ils n'ont nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, répondis-je. Ils peuvent rester avec vous et papa. Vous avez cette grande maison de 4 chambres avec seulement vous deux. Mes parents échangèrent un rapide coup d'œil. Cela ne fonctionnerait pas, dit rapidement mon père. Ta mère est en train de redécorer les chambres d'amis. Avec mes meubles, demandai-je avec insistance. Ma mère eut la grâce d'avoir l'air embarrassée. Juste quelques pièces qui s'accordaient avec le nouveau code couleur. Je pris une profonde inspiration, essayant de me recentrer. Voici ce qui va se passer. Tout le monde quitte mon appartement aujourd'hui. Tara, Kyle, je suis désolé que vous n'ayez pas d'endroit où aller, mais vous ne pouvez pas rester ici. Maman, papa, je veux le bureau de grand-mère Rose immédiatement, ainsi que tous les autres objets que vous avez pris chez moi. Tu ne peux pas simplement jeter ta sœur à la rue, s'exclama mon père, le visage rouge. Regarde-moi faire, répondis-je d'un ton égal. C'est ma propriété. Elle m'appartient. Je paie l'hypothèque. Je fixe les règles. Après tout ce que nous avons fait pour toi, dit ma mère, la voix tremblante, c'est comme ça que tu nous remercies? En tournant le dos à ta famille quand elle a besoin de toi. C'était un chantage affectif familier, qui avait fonctionné d'innombrables fois auparavant. Mais debout dans les ruines de mon sanctuaire, entouré de preuves du peu de respect qu'ils avaient pour moi, les mots rebondissaient sans effet. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ces derniers temps, demandai-je calmement. M'avez-vous aidé pendant mes études de kinésithérapie? Avez-vous contribué à mon acompte? Avez-vous même une seule fois fait passer mes besoins avant ceux de Tara? Le silence était assourdissant. C'est bien ce que je pensais, continuai-je. Je vous aime tous, mais cela s'arrête maintenant. Je vais attendre dans le couloir. Quand je reviendrai dans 15 minutes, je m'attends à voir les déménageurs emballés, pas déballés. Sinon, mon prochain appel sera à un avocat. Je sortis en claquant la porte derrière moi. Mes jambes me portèrent jusqu'à la cage d'escalier, où je m'effondrai sur la première marche, tremblant d'adrénaline et d'émotion. Pour la première fois de ma vie, je m'étais directement opposé à ma famille, traçant une ligne qu'ils ne pouvaient pas franchir. C'était à la fois terrifiant et exaltant. 15 minutes plus tard, je revins et constatai que les déménageurs remettaient effectivement des objets dans leur camion, dirigés par un Kyle au visage impassible. Tara était assise sur le nouveau canapé, sanglotant de façon théâtrale pendant que ma mère lui tapotait la main. Mon père se tenait près de la fenêtre, le dos raide de colère. Merci de respecter ma décision, dis-je à l'assemblée. Mon père se tourna, son expression tonitruante. Ce n'est pas fini, Amanda. Tu fais une énorme erreur. Tara et Kyle avaient des projets pour cet endroit. De bons projets. Je suis sûr qu'ils en avaient, répondis-je. Mais ils auraient dû faire ces projets pour leur propre endroit, pas le mien.
Nous sommes une famille, dit ma mère, la voix brisée. Nous sommes censés nous entraider. Aider? Oui. Écraser? Non. Je restais ferme, observant les déménageurs poursuivre leur travail à l'inverse. Je vais rester chez une amie ce soir. Je m'attends à ce que tout soit sorti d'ici demain et que mes meubles d'origine soient rendus. Cela pourrait être difficile, marmonna mon père. Certains d'entre eux ont été donnés. Je sentis une nouvelle vague de colère. Alors, vous feriez mieux de commencer à visiter les centres de dons parce que je les veux en retour. Tous. Surtout le bureau de grand-mère Rose. Alors que je me tournais pour appeler l'ami qui m'accueillerait sûrement pour la nuit, la voix de Tara m'arrêta. Tu as changé, accusa-t-elle. Tu étais gentil avant. Hawaï t'a rendu égoïste. Je regardais ma sœur, voyant pour la première fois non pas l'enfant chéri ou la victime perpétuelle, mais simplement une femme qui n'avait jamais été confrontée aux conséquences réelles de ses actes. Je n'ai pas changé, lui dis-je calmement. J'ai juste enfin réalisé ma valeur. Il est peut-être temps que tu découvres la tienne au lieu de prendre la mienne. Sur ce, je sortis, laissant ma famille gérer le désordre qu'elle avait créé, au sens propre comme au figuré. Je passai cette nuit dans l'appartement de mon amie Jenna, recroquevillée sur son futon d'invité avec un ensemble de pyjamas empruntés et une oreille attentive. Alors que je racontais les événements de la journée, la réalité de ce qui s'était passé me frappa par vagues. Ma maison, mon sanctuaire, avait été violée. Ma famille, les personnes censées m'aimer et me respecter, avaient nonchalamment méprisé mes limites et mon autonomie. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, dit Jenna pour la 5e fois, remplissant mon verre de vin. Ce n'est pas seulement irréfléchi, c'est illégal. Ils ne le voient pas de cette façon, soupirai-je. Dans leur esprit, la propriété familiale est une propriété commune. Mon nom est peut-être sur l'acte, mais à leurs yeux, ce n'est qu'une formalité technique. Eh bien, la loi ne considère pas cela comme une formalité technique, souligna Jenna. Ce qu'ils ont fait, c'est une violation de domicile, du vandalisme et du vol. Tu pourrais porter plainte si tu voulais. L'idée de voir ma famille au tribunal me retourna l'estomac, mais je ne pouvais pas nier le sentiment de satisfaction qu'elle me procurait. Pour une fois, il y aurait de vraies conséquences à leurs actions. Je passai une nuit agitée à vérifier mon téléphone toutes les heures. Les textos et les appels affluèrent. Ma mère alternait entre le chantage affectif et les excuses larmoyantes. Les messages de mon père devinrent de plus en plus sévères et exigeants. Ceux de Tara oscillaient entre l'apitoiement sur soi et l'accusation. Je mis mon téléphone en silencieux, mais je ne pus me résoudre à l'éteindre complètement. Le lendemain matin, je retournai à mon appartement avec Jenna pour un soutien moral. Le camion de déménagement avait disparu et le couloir était dégagé. J'ouvris ma porte à clé avec appréhension, ne sachant pas ce que j'allais trouver. L'appartement était vide des affaires de Tara et Kyle, mais il était loin d'être restauré. Les murs restaient de ce blanc stérile, effaçant la chaleur et le caractère que j'avais si soigneusement cultivé. Le salon ne contenait que mon vieux canapé, rendu, mais placé maladroitement au centre de la pièce. Mes étagères étaient nues contre le mur. Dans la cuisine, mon réfrigérateur était vide, les aimants et les notes avaient disparu. Les placards ne contenaient qu'une fraction de ma vaisselle et de mes ustensiles de cuisine. Ma chambre avait mon lit dépouillé de ses draps et ma commode, mais rien d'autre. Dans un coin du salon se trouvaient plusieurs grands bacs de rangement en plastique étiquetés de l'écriture de ma mère, affaire d'Amanda. J'en ouvris un pour constater que mes livres avaient été jetés pêle-mêle, certains avec des pages pliées et des dos abîmés. Un autre contenait des cadres photos avec du verre brisé, des bibelots emballés négligemment dans du papier journal, et divers petits objets de mon appartement tous mélangés. Ils ne s'en souciaient vraiment pas, n'est-ce pas, murmura Jenna en regardant dans l'un des bacs. On dirait qu'ils ont emballé ta vie après coup. Je m'effondrai sur mon canapé, me sentant vide. Je dois comprendre ce qui manque, surtout le bureau de grand-mère Rose. Nous passâmes les 3 heures suivantes à dresser un inventaire de ce qui avait été rendu et de ce qui manquait encore. La liste des objets manquants s'allongeait de façon déprimante, mon tapis vintage, plusieurs œuvres d'art, mes lampadaires, ma table et mes chaises de salle à manger, des ustensiles de cuisine, y compris mon coûteux ensemble de couteaux de chef, et, plus désolant encore, le bureau de ma grand-mère. J'appelai ma mère. « Où est le reste de mes affaires ?» demandai-je lorsqu'elle répondit. « Et ne me dis pas que tu ne sais pas, nous avons rendu tout ce que nous pouvions, » répondit-elle, sa voix faible.
Certaines choses avaient déjà été données. Données en 2 semaines? Comment est-ce possible? Ton père connaît quelqu'un au centre de dons. Ils ont accéléré le traitement. Et le bureau de grand-mère Rose, demandai-je, redoutant la réponse. Un silence. Je l'ai installé dans ma salle de couture. Il est bien entretenu, Amanda. Mieux qu'il ne l'était dans ta chambre où personne ne pouvait l'apprécier. Il ne t'appartient pas de l'apprécier, dis-je entre mes dents serrées. Grand-mère me l'a légué. Je le veux en retour. Nous pouvons en discuter plus tard, esquiva ma mère. Pour l'instant, ton père et moi pensons que tu dois te calmer et reconsidérer ta position concernant Tara et Kyle. Ils séjournent dans un hôtel qui coûte une fortune. Et je raccrochai. La façon désinvolte dont elle a rejeté le vol de ma propriété m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont cette conversation se déroulerait. Jenna me regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, admis-je. Une partie de moi veut simplement tout remplacer et passer à autre chose. Faire comme si rien ne s'était passé. Mais une autre partie. Une autre partie veut justice. Et tu la mérites, Amanda. Ta famille doit comprendre qu'elle ne peut pas te traiter de cette façon, termina Jenna pour moi. Cet après-midi-là, d'autres amis sont arrivés, des collègues du centre de réadaptation qui avaient entendu parler de ma situation par Jenna. Ils ont apporté des produits de nettoyage, des pizzas et de la détermination. Ensemble, nous avons commencé à récupérer mon espace, en effaçant la présence persistante de l'invasion. Pendant que nous travaillions, Maria, une physiothérapeute qui travaillait principalement avec des victimes d'accidents, a posé une question qui m'a stoppé net. Si l'un de tes patients te racontait cette histoire, que sa famille était entrée chez lui sans permission, avait redécoré, donné ses biens et essayé d'y installer quelqu'un d'autre. Que lui dirais-tu? Je m'arrêtai, un chiffon à la main. Je leur dirais qu'ils sont maltraités, que les familles saines ne violant pas les limites de cette façon, qu'ils méritent mieux. Alors pourquoi est-ce différent quand cela t'arrive, insista T.L. doucement. Elle avait raison. Bien sûr, si un patient avait décrit ma situation, je l'aurais encouragé à se protéger, à établir des limites fermes, voire à recourir à des mesures juridiques si nécessaire. Je ne m'attendrai pas à ce qu'il pardonne et oublie simplement. Ce soir-là, après que mes amis soient partis et que je sois assise seule dans mon appartement partiellement restauré, je pris une décision. Je pris mon téléphone et cherchai, avocat spécialisé en droit immobilier Boston. Le premier cabinet qui apparut avait d'excellentes critiques et offrait des consultations initiales gratuites. Avant que je puisse me remettre en question, j'envoyai un courriel demandant un rendez-vous. Le lendemain matin, je reçus une réponse. L'avocate Lorraine Porter pouvait me voir cet après-midi. Je réorganisai mon emploi du temps et me rendis à son bureau du centre-ville, un espace moderne avec des murs de verre et des meubles élégants. Lorraine n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de la figure sévère et intimidante que j'avais imaginée, c'était une femme chaleureuse d'une 50aine d'années avec des rides d'expression et un regard direct. Elle écouta mon histoire sans interruption, prenant des notes de temps en temps. Ce qu'ils ont fait est absolument illégal, confirma T.L. lorsque j'eus terminé. Entrée non autorisée, dommages matériels, vol, ce sont des infractions graves, famille ou pas, je ne veux pas envoyer mes parents et ma sœur en prison, précisai-je rapidement. Je veux juste récupérer mes biens et qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus faire ça. Lorraine hocha la tête. Il existe plusieurs approches que nous pouvons adopter. Nous pouvons commencer par une lettre de mise en demeure formelle décrivant les violations et demandant la restitution de vos biens et une indemnisation pour les dommages. Si cela ne fonctionne pas, nous pouvons intenter une action civile. Et si Tara et Kyle essaient de revenir, nous pouvons demander une ordonnance restrictive si nécessaire, m'assura-t-elle. Mais commençons par la lettre. Parfois, le simple fait de voir un papier à en-tête juridique suffit à faire prendre conscience aux gens de la gravité de leurs actes. Alors que je quittais le bureau avec un plan en place, je me sentais à la fois soulagé et navré. Je n'aurais jamais imaginé avoir besoin d'une protection juridique contre ma propre famille. Une partie de moi espérait encore qu'il reviendrait à la raison, rendrait mes biens et offrirait des excuses sincères sans intervention juridique. Cet espoir fut anéanti lorsque je vérifiai mon téléphone et trouvai un message vocal de mon père. « Amanda, cette crise de colère ridicule a assez duré. Ta mère a le cœur brisé. Tara est dévastée. Et tu es en train de déchirer cette famille à cause de quelques vieux meubles et couleurs de peinture. Nous t'avons mieux élevé que ça.
Appelle-nous quand tu seras prête à t'excuser et à aider ta sœur comme un membre de la famille digne de ce nom devrait le faire. » Ces mots, si méprisants à l'égard de mes sentiments et de mes droits, renforcèrent ma détermination. Il ne s'agissait pas de meubles ou de peinture. Il s'agissait de respect, de limites et de mon droit de déterminer ce qui se passait dans ma propre maison. Si ma famille ne pouvait pas comprendre cela sans intervention juridique, qu'il en soit ainsi. J'appelai Lorraine et lui donnai le feu vert pour rédiger la lettre de mise en demeure. En raccrochant, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de libération. Pour la première fois de ma vie, je me faisais passer en premier, refusant d'être le paillasson de la famille. Cela faisait mal, mais sous la douleur se cachait quelque chose de nouveau et de puissant, le respect de soi. Cette nuit-là, je dormis sur mon propre lit dans ma chambre trop blanche, entourée d'étagères à moitié vides et de trous là où mes biens auraient dû être. Mais malgré le vide, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des années, libéré du poids d'accommoder toujours les autres à mes propres dépens. Demain apporterait des défis, mais je les affronterai en me tenant droite, certaine de l'indépendance que ma grand-mère avait vue en moi bien avant que je ne la reconnaisse moi-même. La réaction à la lettre de Lorraine fut rapide et explosive. Ma mère m'a appelé en sanglotant dans l'heure suivant sa réception, alternant entre des supplications larmoyantes et des accusations de trahison. « Comment as-tu pu impliquer des avocats ? Nous sommes une famille. Sais-tu l'image que cela donne de nous ?» La réaction de mon père fut une froide fureur. Son message vocal se composait de 2 phrases, « Aucune fille à moi ne menace d'une action en justice ses propres parents. Arrange ça immédiatement. » Tara s'est emparée des réseaux sociaux, publiant des messages vagues sur les membres de la famille toxique et les comportements égoïstes. Sans me nommer directement, elle a clairement fait comprendre à nos amis communs et à la famille élargie que j'avais commis un acte d'une cruauté impardonnable à son encontre. Ces messages la dépeignaient comme une sans-abri abandonnée par sa sœur sans cœur, omettant commodément le fait qu'elle avait essayé de s'emparer de mon appartement sans permission. La famille élargie prit rapidement parti. Ma tante Catherine, la sœur de ma mère, m'a appelé pour me faire la leçon sur la loyauté familiale. « Ta mère t'a mieux élevé que ça », m'a-t-elle grondé. « Des avocats ? Vraiment, Amanda ? Ta pauvre sœur n'a nulle part où aller. » Mon cousin Patrick, cependant, m'a surprise en m'envoyant un texto de soutien. Il était temps que quelqu'un tienne tête à tante Hélène et oncle Bob à propos de leur syndrome de l'enfant chéri. Tara s'en tire avec tout depuis toujours. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais c'était difficile. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de membres de la famille exprimant leur déception ou, occasionnellement, leur soutien. J'ai commencé à le laisser dans mon casier pendant les séances avec les patients, incapable de me concentrer avec les intrusions constantes. Lorraine m'a conseillé de tout documenter, l'état de mon appartement avant et après, les objets toujours manquants, toute communication de ma famille concernant l'incident. Si cette affaire va au tribunal, a-t-elle expliqué, les preuves seront cruciales. J'ai donc passé mes soirées à photographier les espaces vides où les meubles auraient dû être, à dresser des listes d'objets manquants avec des valeurs estimées et à sauvegarder les messages vocaux et les textos qui démontraient l'attitude de ma famille. C'était un travail déprimant, cataloguant la manifestation physique de leur mépris. Mes collègues sont devenus une source de force inattendue. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils ont organisé une fête de réaménagement. Maria a apporté des ustensiles de cuisine supplémentaires qu'elle avait depuis une récente amélioration. Tom, notre réceptionniste, avait une table basse entreposée dont il n'avait plus besoin. Jenna est arrivée avec des plantes pour égayer les murs blancs stériles que je n'avais pas encore eu le temps de repeindre. Alors que nous disposions ces dons et ces objets de seconde main dans mon appartement, créant un nouvel espace éclectique à partir des restes de l'ancien et de la générosité des amis, j'ai ressenti une chaleur que je n'avais pas connue avec ma famille biologique depuis des années. Voilà à quoi ressemble le soutien, a commenté Maria en plaçant une fougère près de ma fenêtre. Des gens qui respectent tes limites tout en t'aidant à reconstruire. Une semaine après l'envoi de la lettre, Lorraine m'a appelé avec des nouvelles. Tes parents ont répondu par l'intermédiaire de leur avocat, a-t-elle dit. Ils affirment que puisqu'ils avaient une clé et qu'ils avaient communiqué avec toi au sujet des mesures, il y avait un consentement implicite pour les modifications qu'ils ont apportées. C'est ridicule, ai-je balbutié. Demander des mesures n'implique pas le consentement à faire emménager quelqu'un d'autre dans ma maison. Je suis d'accord, et aucun tribunal ne soutiendrait leur interprétation, m'a assuré Lorraine. Ils affirment également que le bureau n'a jamais été officiellement le tien, que le testament de ta grand-mère l'a légué à la famille plutôt qu'à toi spécifiquement. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'est un mensonge.
grand-mère Rose m'a laissé une lettre avec le bureau, indiquant explicitement qu'il était à moi. As-tu encore cette lettre? J'ai fermé les yeux, réfléchissant. Elle était dans le bureau, dans un compartiment caché dans le tiroir du bas. Alors nous devons récupérer ce bureau immédiatement avant que cette lettre ne disparaisse comme par hasard, a dit Lorraine. Je dépose une requête pour une audience d'urgence pour la restitution des biens. Cet après-midi-là, alors que je quittais le travail, j'ai croisé un visage familier sur le parking, Megan, l'ancienne colocataire de Tara d'il y a 2 ans. Elle s'est approchée de moi avec hésitation. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Tara n'arrête pas d'en parler sur les réseaux. J'ai soupiré, trop fatigué pour me défendre. Je suis sûr que oui. Je te crois, a dit Megan simplement. Tara a fait quelque chose de similaire avec moi quand nous étions colocataires. Elle a progressivement pris possession de plus en plus de notre appartement, rangeant ses affaires dans mon placard, utilisant ma chambre quand j'étais au travail parce qu'elle avait une meilleure lumière pour ses vidéos de maquillage, portant même mes vêtements sans demander. Quand je l'ai finalement confrontée, elle m'a fait passer pour la méchante auprès de tous nos amis. Son histoire était si familière qu'elle m'a donné des frissons. Comment as-tu géré ça? Pas bien, a admis Megan. J'ai juste déménagé à la fin du bail et je l'ai évité, mais j'aurais aimé me défendre comme tu le fais. Si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner de son comportement habituel, je suis d'accord. Je l'ai remercié, j'ai pris ses coordonnées et je les ai partagées avec Lorraine. Ce n'est peut-être pas directement pertinent pour notre affaire, mais cela établissait un schéma qui pourrait être utile. Le lendemain, Lorraine a déposé un avis d'expulsion formel contre Tara et Kyle, même s'ils n'étaient pas actuellement dans mon appartement. C'est une mesure de précaution, a-t-elle expliqué. Cela établit légalement qu'ils n'ont aucun droit d'occuper ta propriété au cas où ils essaieraient de revenir pendant que la situation est en cours de résolution. Elle a également déposé une ordonnance restrictive temporaire qui les empêcherait d'entrer dans mon appartement sans ma permission explicite. Encore une fois, c'est une précaution, a-t-elle dit, mais étant donné leur mépris manifeste pour tes droits de propriété, c'est justifié. Les documents ont été signifiés à Tara et Kyle à l'hôtel où ils séjournaient. En quelques heures, mon téléphone a explosé de messages indignés. Kyle, qui était resté largement en retrait jusqu'à présent, a envoyé un texto particulièrement véhément. Une ordonnance restrictive? Es-tu folle? Nous sommes une famille. Tu as complètement réagi de manière excessive à un simple malentendu. Je n'ai répondu à aucun des messages, suivant le conseil de Lorraine de laisser toutes les communications passer par les voies légales appropriées maintenant, mais chaque texto de colère a renforcé ma décision. Aucun d'eux ne montrait une quelconque compréhension de ce qu'ils avaient fait de mal ni aucun respect pour mes droits de propriété. Le dernier message de mon père avant que je ne bloque son numéro était peut-être le plus révélateur, je ne sais pas où nous avons mal tourné avec toi, Amanda. Ta sœur a besoin d'aide, et au lieu de la soutenir, tu lui lances des lois et des avocats. La propriété peut être remplacée. La famille est éternelle. Dans sa vision du monde, mes besoins seraient toujours secondaires à ceux de Tara. Ma propriété serait toujours une proie facile si elle la voulait. Mes limites seraient toujours des obstacles à surmonter plutôt que des lignes à respecter. La date du procès a été fixée à la semaine suivante, une audience accélérée en raison de la nature de l'affaire. Lorraine m'a préparé à ce à quoi m'attendre, me conseillant de rester calme et factuel malgré tout appel émotionnel que ma famille pourrait faire. Les juges ont vu toutes les ruses du livre, m'a-t-elle assuré. Les larmes et les arguments de loyauté familiale ne l'emportent pas sur le droit de propriété. À l'approche de la date, j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. L'appartement redevenait progressivement le mien, différent d'avant, mais toujours le mien. J'avais repeint le salon, non pas dans la terre cuite d'origine, mais dans un jaune doré chaud qui illuminait l'espace. Le mobilier était un mélange de pièces récupérées et de nouvelles trouvailles, créant un nouveau départ à partir de l'épave. La veille de la date du procès, je me suis tenu au centre de mon salon récupéré et j'ai réalisé que, quelle que soit la décision du juge, j'avais déjà gagné la bataille la plus importante. J'avais défendu mes droits, établi des limites et refusé d'être effacé de ma propre vie. Quoi qu'il arrive demain, cette victoire ne pourrait jamais m'être enlevée. Le palais de justice du comté était un imposant bâtiment en granit avec des colonnes imposantes et des sols en marbre qui amplifiaient chaque pas. J'ai rencontré Lorraine dans le hall, vêtue du tailleur bleu marine conservateur qu'elle avait recommandé. Ma famille est arrivée séparément, mes parents au visage de pierre, Tara les yeux rouges et dramatiques, Kyle ayant l'air mal à l'aise dans un blazer un peu trop petit.
Nous avons été dirigés vers une petite salle d'audience où le juge Eleanor Winters, une femme perspicace d'une 60aine d'années, présidait. Les procédures étaient moins formelles que je ne l'imaginais, plus comme une conversation structurée que les scènes dramatiques de tribunal à la télévision. Lorraine a présenté notre cas en premier, décrivant méthodiquement les faits, ma propriété de l'appartement, l'entrée et les modifications non autorisées, le retrait et le don de mes biens sans consentement, et la tentative d'occupation par Tara et Kyle. Elle a soumis des photographies de l'appartement avant et après, des textos de ma famille reconnaissant leurs actions et des déclarations de voisins qui avaient été témoins des camions de déménagement et des activités de rénovation pendant mon absence. L'avocat de mes parents, un homme lisse dans un costume coûteux, a tenté de présenter la situation comme un simple malentendu familial. Votre honneur, c'est une affaire qui n'aurait jamais dû arriver devant votre tribunal. La famille Monroe essayait simplement d'aider deux de leurs filles, l'une en rénovant son appartement démodé et l'autre en lui fournissant un logement pendant un marché locatif difficile. Il n'y avait aucune intention malveillante. Le juge Winters l'a interrompu. L'intention ne change pas la loi, maître. Les parents et la sœur de mademoiselle Monroe avaient-ils la permission explicite d'apporter ces changements et de faire emménager de nouveaux occupants? Ils avaient un consentement implicite, votre honneur. Mademoiselle Monroe a fourni des mesures et a répondu positivement aux messages concernant les surprises qui l'attendaient à son retour. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Monroe, avez-vous à un moment donné la permission de faire ces rénovations ou à votre sœur d'emménager dans votre appartement? Absolument pas, votre honneur, ai-je répondu fermement. J'ai fourni des mesures parce que je pensais que ma mère envisageait des changements dans sa propre maison. Je n'ai jamais accepté de modifications à mon appartement ou d'avoir des colocataires. Le juge Winters a hoché la tête et s'est retourné vers l'avocat de mes parents. Quant aux biens personnels qui ont été enlevés et donnés, la permission de la plaignante a-t-elle été obtenue pour ces dispositions? L'avocat s'est agité inconfortablement. Les objets étaient vieux et en mauvais état. La famille pensait qu'elle aidait en modernisant. Ce n'était pas ma question, a interrompu le juge. La permission a-t-elle été obtenue? Non, votre honneur. Et le bureau qui appartenait à la grand-mère de la plaignante, son emplacement actuel? Ma mère a légèrement levé la main. Il est dans ma salle de couture, votre honneur. C'est un héritage familial. Avez-vous des documents prouvant qu'il appartient à la famille plutôt qu'à mademoiselle Monroe spécifiquement, a demandé le juge Winters. Ma mère a regardé mon père, qui a pris la parole. Ma mère l'avait destiné à l'usage familial. Amanda se trouvait juste la voir dans son appartement. Lorraine est intervenue. Votre honneur, nous avons des raisons de croire qu'il y a une lettre à l'intérieur du bureau qui le donne explicitement à ma cliente. Nous demandons un accès immédiat pour vérifier cela. Le juge Winters a réfléchi un instant. Voici ma décision. Les défendeurs n'avaient aucun droit légal d'entrer dans la propriété de la plaignante à d'autres fins que l'accès d'urgence comme prévu lorsque la clé de rechange a été fournie. Ils n'avaient pas le droit de modifier la propriété, de retirer des biens ou de tenter d'établir de nouveaux occupants sans le consentement explicite du propriétaire. Elle s'est tournée vers mes parents et ma sœur. L'ordonnance restrictive empêchant les défendeurs d'entrer dans l'appartement de la plaignante sans autorisation écrite est accordée. L'avis d'expulsion établissant que Tara Monroe et Kyle Jenkins n'ont aucun droit d'occuper les lieux est accordé. Mon père a commencé à protester, mais le juge a levé la main. De plus, j'ordonne la restitution immédiate de tous les biens enlevés, y compris le bureau en question. Si des objets ont été donnés ou autrement disposés, les défendeurs fourniront une compensation équitable pour le remplacement. Elle a regardé directement ma mère. Madame Monroe, vous mettrez le bureau à disposition pour être récupéré aujourd'hui. Des agents du tribunal accompagneront mademoiselle Monroe pour vérifier la présence de la lettre qu'elle a mentionnée et pour superviser le retour du bureau dans son appartement. Ma famille était assise dans un silence stupéfait. Ils avaient vraiment cru que les liens familiaux l'emporteraient sur le droit de propriété, que le juge verrait leurs actions comme aimantes plutôt que comme des violations. Ce tribunal considère d'un mauvais œil les violations de propriété, quelles que soient les relations familiales, a poursuivi le juge Winters. Les membres de la famille n'ont pas de droits spéciaux pour passer outre la propriété. Au contraire, ils ont une plus grande responsabilité de respecter les limites. Avec un dernier coup de marteau, c'était fini. Lorraine m'a serré la main sous la table. Résultat parfait, a-t-elle chuchoté. Ma famille a évité de me regarder alors que nous quittions la salle d'audience. Seule Tara s'est approchée, son expression étant un mélange de colère et de perplexité.
J'espère que tu es contente, a-t-elle dit. Tu as déchiré notre famille à cause de quelques meubles et de peintures. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu peut-être pour la première fois à quel point nos réalités étaient différentes. Dans son monde, ses désirs avaient naturellement la priorité. Tout obstacle était une imposition injuste, toute limite était un rejet personnel. Il ne s'est jamais agi de meubles ou de peinture, Tara, ai-je dit doucement. Il s'agissait de respect. J'espère qu'un jour tu comprendras cela. Cet après-midi-là, j'ai conduit avec un agent du tribunal à la maison de mes parents pour récupérer le bureau de grand-mère Rose. Ma mère a ouvert la porte, son visage crispé par une émotion refoulée. Sans un mot, elle nous a conduits dans sa salle de couture, où le bureau était placé près de la fenêtre, déjà débarrassé de ses fournitures de couture. Je suis allé directement au tiroir du bas, j'ai appuyé sur le loquet caché qui libérait le faux fond, et il était là, l'enveloppe avec mon nom écrit dans l'écriture élégante de ma grand-mère. Je l'ai montré à l'agent du tribunal, qui a hoché la tête et a pris une note dans son rapport. Je vais faire en sorte que des déménageurs viennent chercher ça demain, ai-je dit à ma mère. Merci d'en avoir pris soin. Elle n'a pas répondu, mais alors que je me tournais pour partir, elle a dit doucement, elle t'a toujours préféré. Ma propre mère. Et elle t'a préféré à moi ou à Tara. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Il ne s'agissait pas de favoritisme, maman. Il s'agissait de connexion. Grand-mère Rose et moi nous comprenions. Dans les semaines qui ont suivi, des amis m'ont aidé à continuer à restaurer mon appartement. Nous avons repeint chaque pièce, non pas en essayant de recréer exactement ce qui avait été là auparavant, mais en créant quelque chose de nouveau qui reflétait encore ma personnalité. Certains de mes meubles d'origine ont été récupérés dans des centres de dons. D'autres pièces ont été remplacées par de nouvelles trouvailles que j'ai fini par aimer encore plus que leurs prédécesseurs. Le bureau de grand-mère Rose a retrouvé sa place d'honneur, maintenant dans mon salon, où je pouvais le voir tous les jours. J'ai relu sa lettre, appréciant sa sagesse avec une nouvelle compréhension. Amanda, je te laisse ce bureau parce que, comme toi, il est à la fois beau et pratique, avec des profondeurs cachées qui ne se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps de vraiment le connaître. Ne laisse jamais personne te faire te sentir petite ou importune. Ta force est dans tes limites, pas malgré elles. Ma mère a commencé à me contacter avec hésitation environ un mois après l'audience du tribunal. Ses premiers messages étaient guindés et formels, mais sont progressivement devenus plus authentiques. Elle ne s'est jamais excusée explicitement, mais elle a commencé à demander la permission avant de passer, à respecter mon nom quand je n'étais pas disponible et à reconnaître que l'appartement était mon espace. Mon père a mis plus de temps à se remettre en question. Son orgueil l'empêchait d'admettre ses torts, mais finalement lui aussi a commencé à montrer de petits signes de changement de comportement, demandant plutôt que disant, écoutant plutôt que rejetant. Tara est restée rancunière, convaincue qu'elle était la victime de la situation. Elle et Kyle ont finalement trouvé un appartement à l'autre bout de la ville, bien que j'ai entendu dire par des commérages de famille qu'ils avaient du mal à l'entretenir. Une partie de moi était triste pour elle, sachant que son incapacité à respecter les limites continuerait à créer des problèmes dans sa vie. Mais j'ai aussi reconnu que je ne pouvais pas régler ça pour elle. Elle devrait tirer ses leçons elle-même, comme je l'avais fait. 6 mois après l'incident de rénovation, comme mes amis l'appelaient maintenant en plaisantant, j'ai organisé une pendaison de crémaillère en bonne et due forme. Mon appartement était entièrement restauré et amélioré, des couleurs chaudes sur les murs, des meubles confortables disposés pour la conversation, des plantes prospères sur chaque rebord de fenêtre. Le bureau de grand-mère Rose occupait une place d'honneur, maintenant utilisé quotidiennement plutôt qu'admiré de loin. J'ai invité mes parents, tendant un rameau d'olivier. À ma surprise, ils sont venus, apportant une plante d'intérieur et une bouteille de vin. Ils ont semblé mal à l'aise au début, incertains de leur rôle dans cette nouvelle dynamique où ils étaient des invités plutôt que des autorités dans mon espace. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai entrevu ce que notre relation pourrait être si elle était fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la conformité attendue. Tara a décliné l'invitation, mais j'ai laissé la porte ouverte pour l'avenir. Alors que mes amis et ma famille se mêlaient dans mon espace récupéré, Jenna a levé son verre pour porter un toast. À Amanda, qui nous a tous appris que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. J'ai souri, pensant au chemin parcouru depuis cette femme sous le choc qui se tenait dans une version inconnue de son appartement il y a à peine 6 mois. Le voyage avait été douloureux, mais nécessaire. J'avais perdu quelques illusions sur ma famille, mais j'avais acquis une compréhension plus juste de moi-même.
Plus tard cette semaine-là, j'ai réservé d'autres vacances, cette fois dans une cabane à la montagne pour un long week-end. J'ai fait appel à une personne de confiance pour garder la maison, j'ai laissé des instructions détaillées sur mes plantes et mon courrier, et j'ai changé les serrures. En préparant mon sac, je n'ai ressenti aucune des anxiétés qui avaient accompagné mes préparatifs pour Hawaï. Je savais que ma maison m'attendrait, exactement comme je l'avais laissée. Debout dans mon salon, regardant l'espace que j'avais récupéré et recréé, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la leçon douloureuse que j'avais apprise, que le véritable amour, que ce soit dans les familles ou les amitiés, est fondé sur le respect des limites, pas sur leur effacement, que ma maison, comme ma vie, m'appartient pour la façonner selon mes propres besoins et désirs, et que me défendre n'était pas égoïste, c'était essentiel. J'ai passé ma main sur le bois lisse du bureau de grand-mère Rose, sentant la connexion avec la femme qui avait vu ma force bien avant que je ne la reconnaisse moi-même. Merci, ai-je murmuré à elle et à l'expérience douloureuse qui m'avait forcé à revendiquer enfin cette force. Et vous? Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec les gens que vous aimez? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la façon de trouver la force dans des endroits inattendus. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour se défendre aujourd'hui. N'oubliez pas que vos limites méritent le respect, et que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de les faire respecter.